pourquoi ça a été appelé Médicis, par exemple? Ah, ça, je ne sais pas du tout. Vous ne savez pas? Non, pas du tout. Ouais, ouais. Le nom Médicis vous évoque rien de... Ça dit quelque chose, Patrick? Catherine Médicis? Catherine de Médicis, c'est la femme de Louis Cicero. Ouais. Ah, Joséphine. Si, il y a un nom. Oui, oui. C'est la zone Médicis. Oui, c'est ça, oui. Oui, oui. Ouais. Vous savez de quoi ça vient, le nom de Médicis, pour cette zone? Ah, je vois pas pourquoi elle s'appelle Médicis, pas du tout. Oui, c'est ça. Oui. Alors donc Oui, c'est sûr. on voulait savoir si vous connaissiez si le nom de Médicis vous disait quelque chose. La zone d'activité, ici. C'est la zone d'activité Médicis. Ah, bah, peut-être, oui. Moi, je Ouais. viens souvent là, mais Oui, mais c'est ça, c'est son nom, Conforama, quoi. ouais, pour moi, c'est Conforama. Confort, hein, c'est tout, moi. Oui, oui, d'accord. Le oui, restant, oui. moi. Et le... Pour vous savez, pour l'eau, là. C'est pour l'eau? Oui. Oui, oui. Est-ce que Médicis, ça vous dit quelque chose Non plus. Zone Non. d'activité Médicis. Non plus. Non. C'est vrai que j'habite Fresnes, mais je ne suis pas au fait de l'actualité fresnoise. Mais c'est vrai que je me pose la question de savoir ce que c'est. Vous connaissez l'identification? Oui, je suppose que ça doit donner sur les conduites d'eau, parce que là c'est un ancien aqueduc et ça va servir sûrement de contrôle pour contrôler les conduites d'eau. Oui, c'est ça. Hein, c'est pour ça que la rue s'appelle rue du regard. Hein, c'est le regard, justement c'est là. Ah, ta résidence s'appelle? La résidence de l'aqueduc. Ah, bon, très bien. C'est pour ça que tu es au courant. Oui. Merci, jeune homme. Et sur Fresnes, là, il passe donc en sous-sol, bien sûr, en tunnel. Oui, c'est Et ça. je sais que je connais une personne qui a un pavillon, là, qui, entre la route et chez lui, a également, mais c'est privé, un accès à cet aqueduc. Ah bon, très bien, oui. Mais la plupart du temps, ça se passe dans des voies publiques, quoi, dans des rues qui sont dans le public, mais à certains moments, il faut bien qu'ils passent dans des terrains privés. Oui, bien sûr. Oui. Bien que dans ces terrains privés, il doit y avoir une emprise des autorités compétentes pour l'entretenir, quoi. Et ce que je peux vous raconter, c'est que pendant la guerre, ça servait d'abri. Les gens arrivaient des alentours et puis ils descendaient là, ils étaient à l'abri puisque ça descend au moins 5-6 mètres de profondeur quand même. Quand il y avait une alerte. Une alerte, voilà. Et surtout en 1944, quand il y a eu les bombardements sur la 186. Là. Nous payons un droit de proximité, si on peut dire. Parce que, à l'origine, on n'a pas le droit de construire. On n'avait pas le droit de construire à moins de 21 mètres du passage du regard. Oui. Alors, depuis, bon, il y a une trentaine d'années que j'ai fait construire. Et tous les ans, on nous demande une redevance. Quoi. Au début, c'était 5 francs. Maintenant, on est arrivé à 30 francs. Enfin, ça ne bouge plus. À l'intérieur des propriétés, hein. Il restait très peu, je crois. Hein. Soit en bordure de rue, ou alors là, vous avez le 8e qui se trouve là, sur le parking de la sous-préfecture. Oui, très bien. Voilà. Puis l'autre, elle se trouve rue Turet. L'aqueduc Médicis a été classé monument historique dans la partie de l'origine jusqu'à la porte de Paris, jusqu'au boulevard des Maréchaux. Et à Paris intramuros, seuls les édicules de surface, les regards, ont été classés. Les eaux du carré des eaux de Rungis viennent jusqu'à la cascade Montsouris, où elles sont mélangées à de l'eau de Seine pour accentuer le débit et éviter que l'eau ne gèle pendant l'hiver. Alors cette eau n'a pas les critères de potabilité pour les personnes, mais convient tout à fait aux canards. Alors l'aqueduc était destiné non seulement au palais du Luxembourg de Marie de Médicis, mais à un certain nombre de fontaines à Paris. Un certain nombre de ces fontaines subsistent encore, et par exemple la fontaine Maubuée qui se trouve dans la rue de Venise, juste en face du centre Pompidou. 1594,
Le roi Henri IV arrive dans Paris et trouve la capitale dépourvue d'eau potable. Il demande à son ministre Sully la possibilité de rétablir l'aqueduc construit par les Romains à la seconde moitié du IIe siècle. Le tarissement des fontaines, la pollution des puits, l'abus des concessions privées font donc que le roi demande à son ministre la possibilité de rétablir l'aqueduc construit par les Romains. Ravaillac ne laisse pas Henri IV le temps de reconstruire cet aqueduc et c'est Marie de Médicis, sa veuve, qui remet le projet sur pied, plus par souci, semble-t-il, d'alimenter en eau le palais du Luxembourg que par désir d'étancher la soif des Parisiens. L'eau est arrivée en 1624 pour l'usage du palais du Luxembourg et l'eau n'a été distribuée aux Parisiens dans les fontaines de la rive gauche qu'en 1628, 4 ans après. L'eau des puits était de très mauvaise qualité puisqu'à Paris il n'y avait pas d'égout et toutes les déjections de la population, les problèmes d'infiltration des cimetières situés aux alentours des églises, tout allait dans la nappe phréatique dans Paris et l'eau des puits était considérablement polluée. Paris étant traversé par la Seine, a priori ne manque pas d'eau. Et puis l'eau de Seine bien sûr est abondante, mais elle a un gros défaut, c'est que la Seine c'est pas seulement un fleuve qui passe, c'est aussi un dépotoir à immondices, à urine, à tout ce qu'on veut. On rejette tout dans la Seine et on y prélève des seaux d'eau. Les porteurs d'eau prélèvent des seaux d'eau dans la Seine sans s'occuper de l'endroit où ils le font et ils apportent cette eau chez les particuliers. Ce qui explique d'abord un coût prohibitif pour de l'eau et puis d'autre part des maladies sans nom. C'est en partie les motifs des grandes calamités du Moyen-Âge et puis de l'époque moderne. Les rois ont longtemps cherché la solution et c'est Henri IV qui a trouvé, semble-t-il, comment résoudre cette difficulté. C'est de capter des sources, comme l'ont fait les Gallo-Romains bien avant lui, capter des sources à proximité, de les amener par un aqueduc jusqu'à Paris, sur la rive gauche, et puis de là, à partir de fontaines, en permettre la distribution chez les gens. Il faut savoir qu'à l'époque, l'eau, on ne la distribue pas sur la pile de l'évier, il n'y a pas de l'eau à tous les étages. C'est une source, ce sont des eaux qui sont apportées dans des fontaines publiques, où les gens peuvent aller servir, où des porteurs d'eau peuvent venir encore puiser et apporter l'eau aux étages ou chez les particuliers. Le deuxième aspect de l'eau, ce n'est pas seulement un usage alimentaire, c'est aussi, et on le verra parce que le fait que le projet soit mené à terme finalement par la régence, par Marie de Médicis, mettra encore plus en lumière cette prépondérance, c'est que l'eau est d'abord, avant d'être un aliment, est d'abord un moyen de décoration. Et la première destination de l'eau de Rungis, c'est les jardins du Luxembourg, pour décorer les jardins, pour y faire des parcs, des sources, des jets d'eau. Grosso modo, la distribution a été prévue par tiers, un tiers à la reine pour le jardin du Luxembourg, un tiers pour la population dans les sources et les fontaines publiques, et puis un tiers aux entrepreneurs qui, ça leur permettait de revendre cette eau à des particuliers, qui étaient tous des grands seigneurs et qui n'en avaient qu'un seul usage, c'était de décorer également leur jardin. Donc vous voyez, grosso modo, 2 tiers servent à décorer, à alimenter les jardins, un tiers uniquement pour les fontaines publiques, et l'alimentation s'est faite en priorité vers les jardins, et puis dès qu'il y avait des baisses de pression, ce sont les fontaines publiques qui en étaient pénalisées. Il est très difficile d'imaginer le débit de l'aqueduc gallo-romain. On n'a pas de mesure, on n'a aucun écrit. Alors tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu des fouilles de réaliser au carré des eaux gallo-romains, donc on sait la taille, grosso modo un carré de réception, de réceptacle d'eau de 2 mètres sur 2, puis je sais pas, 60-70 cm de profondeur peut-être. Puis on connaît la taille des canalisations qui conduisaient l'eau, qui sont à peu près comparables à celles du Médicis, mais extrêmement difficile de donner une valeur un volume. Il faut savoir que c'est d'autant plus difficile, même pour le Médicis. Le Médicis, on a des éléments qui nous permettent de dire qu'il y avait beaucoup d'eau à l'origine quand il a été mis en service, et puis tout doucement, parce que les pierres qui permettaient de capter l'eau, les sources se sont envasées, ensablées, ou ont perdu de leur puissance. Tout doucement, le débit du lac-Duc a diminué. Et puis il y a des périodes, ce sont des captures qui sont très très rapides, très proches. Il y a un laps de temps très court entre la chute de la pluie et puis la récupération de l'eau dans le lac-Duc. Et donc,
les saisons, la plus ou moins grande sécheresse avait une incidence forte. Mais il est difficile d'en juger aussi parce que j'aurais tendance à dire au XVIIIe siècle, deuxième moitié du XVIIIe siècle, on n'avait pas la moindre idée de ce qu'était la pression. Donc quand on distribuait l'eau, l'eau qui était distribuée chez les particuliers par exemple, par les promoteurs, elle était distribuée en pouces. Le pouce c'était la taille de l'ouverture de distribution d'eau. Et il est évident que quand on était en tête d'aqueduc, on avait une forte pression et on avait une grosse quantité d'eau pour un pouce d'ouverture, et puis que ceux qui se trouvaient, le pouce d'eau qui était distribué à une fontaine à Paris, eh bien il n'y avait plus de pression, et donc on avait un petit filet d'eau qui courait. Il n'y avait pas eu d'études, on n'avait pas remarqué que la pression avait un rôle primordial avant même la taille de l'ouverture qui permettait de distribuer l'eau. C'est pour ça pour construire un aqueduc, pour amener de l'eau sur Paris, il fallait partir d'un point plus élevé, et que là on est sur un plateau qui avoisine les 80-85 mètres d'altitude, donc on suivait le talweg de la vallée de la Bièvre en restant à fin de poteau et en suivant ce flanc en descendant tout doucement pour créer une petite pente, mais de telle manière que l'aqueduc devait impérativement arriver au moins au niveau de la montagne Sainte-Geneviève. Parce qu'en fait, c'est vrai, ce sont deux monuments qui sont parallèles, qui même à certains endroits se reposent l'un sur l'autre. C'est au franchissement de la vallée de la Bièvre, pour être précis. En réalité, Henri IV, quand il a eu l'idée d'emmener de l'eau sur Paris par aqueduc, la première idée, puisqu'on connaissait à l'occasion de fouilles, de travaux, de constructions diverses, on savait qu'il y avait un aqueduc. Donc il a demandé à des entrepreneurs de remonter le tracé de l'aqueduc pour revenir à la source. Et ils sont arrivés à Rungis. Et là, l'idée première, c'était de le remettre en état. Puisque les piles du pont de l'aqueduc gallo-romain à Arcueil étaient encore, pas en bon état, mais il y avait encore des traces bien plus importantes. Aujourd'hui, il reste un pilier, mais à l'époque, il y avait encore des voûtes, des arcs. Donc c'était possible de le remettre en état. En réalité, le coût engendré par cette remise en état a fait qu'on y a renoncé. On a préféré repartir sur du neuf. Bon, pour le gallo-romain, pourquoi et comment fonctionne-t-il? C'est un système des plus simples. On a un petit carré des eaux, donc un bassin de réception de 4 sources, qui sont l'une à Rungis, une autre à Chilly-Mazarin-Morangis et ensuite à Vissou. Ces eaux se rassemblent dans ce bassin et puis empruntent l'aqueduc proprement dit. Le carré des eaux était non pas situé à Rungis même, mais juste à la limite entre Rungis et sa commune voisine de Vissou, et sur le territoire de Vissou actuellement, qui est en fait la tête du rue de Rungis, qui rejoignait la Bièvre, merci, rejoint la Bièvre. Et en réalité, il franchit tout de suite ce rue de Rungis assez rapidement pour suivre le flanc de la vallée de la Bièvre, rive droite. Alors, il a été construit par les Gallo-Romains, parce que les Gallo-Romains étaient des gens qui étaient dans leur tradition, mais même dans leur manière de vivre, dans leur mode de vie. L'eau était importante. On connaît tous les piscines, les bains chauffés, froids, qu'il y avait à Rome et dans toutes les villes romaines. Lutèce était une ville importante et donc il a été décidé de faire comme ailleurs, d'avoir des bains. Mais alors... Pardon, ça atterrissait à Cluny? Alors on suppose, en fait on n'a pas la preuve que ça arrivait à Cluny. On est certain que ça arrivait à Paris. Ça paraît logique que ça arrive à Cluny. Ça ne pouvait arriver que sur la rive gauche de la Seine. Et on sait qu'à Paris il y avait 3 bains publics. Il y avait Cluny, mais il y avait aussi les bains du nord et les bains du sud et les bains de l'est. Il y en avait 3 dans la zone, dans cette zone-là. C'est un problème d'entretien. Un aqueduc a besoin d'être entretenu à plusieurs titres. Bon, d'abord, il peut toujours y avoir des destructions volontaires ou involontaires. Le pont aqueduc lui-même, qui est quelque chose d'aérien, doit être entretenu. On retrouvera d'ailleurs ce point sur l'aqueduc Médicis. L'eau qui est captée ici a la particularité d'être calcaire, et le calcaire se dispose dès que comment on appelle ça, la coulée, enfin la pente, elle s'accélère. Il y a un dépôt naturel de calcaire, donc il suffit qu'il y ait, pour des raisons géographiques, géologiques, il y a une petite pente un peu plus forte, on va avoir le dépôt de calcaire et on va boucher très rapidement la cunette, l'endroit où circule l'eau, va être bouché. Donc il
faut régulièrement y intervenir et nettoyer. À partir du moment où on ne le fait plus, où on ne nettoie pas aussi les arrivées des sources, les captures, parce qu'il faut savoir que l'eau c'est un bien très 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 précieux. Donc si vous n'avez plus de pouvoir pour assurer la maîtrise de l'eau, vous allez avoir automatiquement, localement ou le long du trajet, des gens qui vont récupérer cette eau pour leur bien personnel, pour leur ferme, pour leur maison, pour leur usage. Donc ça, en fait, c'est le manque d'entretien et puis la perte de la puissance politique qui est intervenue, probablement au bénéfice, entre guillemets, les bénéfices des grandes invasions. Alors, en 1612, lorsque les travaux de construction de l'aqueduc Médicis ont été adjugés à un certain Ian Coin, qui était maître maçon, il était prévu dans les clauses relatives à la construction, à la fin justement des clauses relatives au captage des eaux du plateau de Rungis, il était prévu donc que les eaux captées et drainées sur le plateau de Rungis arrivent dans un grand regard où elles seraient rassemblées. Et ce grand regard, donc on ne savait pas sous quelle forme lui donner, et on avait précisé dans le procès verbal d'adjudication que ce regard devrait avoir la forme soit du regard dit Les Mossins, situé au-dessus du village du Pré-Saint-Gervais, soit la forme du regard qu'on appelait la tour ou la chapelle à l'époque, en fait maintenant le regard de la lanterne, situé au sommet des canaux des eaux de la ville à Belleville-sur-Sablon. Et en fait, c'est le modèle du regard des Mossins qui existe toujours, qui se trouve actuellement en Porte des Lilas, qui a été retenu et qui a servi de modèle au regard numéro 1 de Rungis, que nous pouvons toujours voir en tête de l'aqueduc Médicis. Alors ici nous sommes devant le regard de la lanterne, donc de forme circulaire, qui n'a pas été retenu. C'est la forme carrée qui a été retenue. Regard des Mossins est un regard d'origine médiévale qui a été construit par les religieux de Saint-Lazare sur des drains qui alimentaient leur prieuré. Le regard de la lanterne est un regard qui a été construit entre 1583 et 1613, donc beaucoup plus tard, à la tête de l'aqueduc municipal de Belleville qui avait pour but d'alimenter des fontaines publiques de la ville de Paris. Le 12 juillet 1613, le roi Louis XIII, alors âgé de 12 ans, pose la première pierre du regard numéro 1, accompagné de la régente et de toute la cour. Les travaux durent 10 ans, ils emploient entre 500 et 600 ouvriers. Et en 1623, les eaux arrivent enfin dans le château d'eau de la rue d'Enfer. Mais ce n'est qu'en 1628 que les eaux arrivent dans Paris pour alimenter les fontaines, 14 exactement, dont 2 sur la rive droite. Donc c'est en 1623 que l'eau va arriver sur Paris, mais on va toujours manquer d'eau. Parce que je vous avais expliqué cette histoire de pousse d'eau. Mais ce qui va se produire, c'est qu'il va falloir acheter les terrains. Alors comme à l'époque, le roi n'est jamais riche, le gouvernement n'a jamais été riche d'ailleurs, ça a toujours existé. Donc au lieu d'acheter les terrains, il disait, eh bien, je vous donne une concession à vie sur l'eau, c'est-à-dire que vous aurez droit à tant de pouces d'eau, tant de ligues d'eau, puisque le pouce se divisait encore en lignes, pardon. Et vous avez encore une concession à Arcueil, 1765. On va être obligé de reprendre deux tranchées supplémentaires, qui va être avec la fontaine des Maillets, c'est-à-dire un petit regard, enfin, petit aqueduc, un pierret exactement, qui va aller jusqu'à l'ancienne église qui est là, et l'autre qui va repartir un peu sur Rungis pour récupérer quelques fontaines qu'il y avait là, parce que bien entendu, à l'arrivée, quand on a fait la somme des trous en cours de route, il n'y avait plus d'eau à l'arrivée, parce qu'on n'avait pas pensé cette histoire de pression d'eau. Il y a aussi des moines qui ont une très très bonne source sur l'Aï, et puis par de chance qui ont un couvent à Paris. Alors ils vont dire, écoutez, on vous prête de l'eau, mais à condition que vous nous en remettiez le quart ou le dixième chez nous. Alors ils font un troc comme ça, parce que d'un côté, le roi est content parce qu'il récupère de l'eau, et de l'autre côté, les moines sont contents parce qu'on leur amène l'eau à Paris. Oui. Lorsque ces ouvrages étaient dans la campagne, c'était les gens qui forçaient les portes pour aller épuiser de l'eau. Et donc
c'est pour ça que ces regards qui étaient situés en pleine campagne étaient équipés de solides portes avec des serrures solides à secret. Et une fois par an, les autorités de la ville de Paris, le prévôt des marchands, les échevins, faisaient une visite de ces ouvrages, précédée d'une annonce la semaine précédente aux prêches des églises, qui incitait les gens qui avaient constaté des choses anormales à dénoncer les voies de fait contre les aqueducs et contre les portes des aqueducs. Donc, premier vandalisme, aller à l'intérieur des regards pour épuiser de l'eau. Ensuite, il y a eu le vandalisme de la destruction des ouvrages lorsqu'ils ont été inutilisés. Donc, ces ouvrages, au début du 19e siècle, étaient abandonnés, et lorsqu'on a construit, lorsque Paris s'est étendu, lorsqu'on a commencé à construire les réseaux d'égouts, les réseaux modernes d'eau, l'élargissement des rues, on a détruit un certain nombre d'ouvrages qui n'étaient plus utilisés. D'aujourd'hui, c'est une nouvelle forme de vandalisme, c'est le graffiti. Bon, malheureusement, on fait des graffitis dans le métro, mais on le fait aussi sur des monuments historiques. Et c'est aussi des gens qui violent des ouvrages pour essayer de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Souvent, ils sont déçus parce qu'il n'y a pas grand-chose à voir, hein. Un petit bassin où arrive une gargouille, mais la curiosité des Parisiens, des fois, les incite à effectuer des dégradations, et qui sont des fois avec de grosses conséquences, puisque lorsque un ouvrage est ouvert, immédiatement il se transforme en dépôt d'ordures, et on y retrouve des matelas, des vieilles batteries, de l'huile de vidange usagée, et pour un petit curieux, on peut avoir un ouvrage irrémédiablement sali et détruit. Là aussi, c'est un fantasme récent qui date des années 80. Lorsque l'on voit à flanc de colline une petite maison en pierre avec une porte, on a toujours l'impression que dans cette petite maison en pierre part un souterrain mystérieux qui va amener dans des souterrains de châteaux, sous le Louvre, sous le château de Vincennes ou je ne sais où, dans des dédales mystérieux. Et il y a des gens qui s'introduisent à l'intérieur des ouvrages, qui sont déçus après, mais qui malheureusement abîment certaines choses. Je fais des visites pour des groupes d'adultes, à l'occasion, comme là, des fêtes de Rungis, ou à l'occasion des journées du patrimoine. Et je dois avouer que ça attire beaucoup de monde. Et puis, je fais des visites destinées aux scolaires, les enfants de Rungis, mais aussi d'autres communes, parce qu'on a des amis qui nous demandent de le faire pour des classes, souvent des CM2, parce que je crois que ça correspond à peu près à d'abord à leur développement intellectuel qui permet de bien comprendre comment ça fonctionne, et puis à leur programme. Et donc, tous les ans, je fais des visites pour des classes. Cette année, c'était un peu exceptionnel, j'ai fait visiter l'Aqueduc à tous les élèves de l'école des Antes à Rungis, c'est-à-dire plus de 400 enfants, en une matinée, et ça s'est bien passé. Il faut savoir que c'est à la limite un peu plaisant. Il est rare quand on fait visiter l'Aqueduc à 400 personnes qu'il n'y ait pas au moins une personne qui tombe à l'eau. Hein. Là, il y en a toujours. Alors, c'est pas un loyer, hein, c'est juste un mouillé. Mais que ce soit 400 enfants ou 400 adultes, le résultat est le même. On n'en a pas plus chez les enfants que chez les adultes.